Bonsoir, nous sommes le lundi 9 novembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale accompagnée de nos invités, mais aussi des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. À Versailles, une voiture électrique, autonome et connectée a parcouru les rues du centre-ville. Une expérience grandeur nature inédite. Cette voiture du futur sans conducteur mobilise les constructeurs. 27 associations réclament l'organisation d'un débat public sur l'aménagement du plateau de Saclay. Elles s'inquiètent de l'avenir du site et des développements envisagés. Nous ferons le point avec ses représentants invités du journal. Et enfin, Bois d'Arcy vient d'organiser son premier festival de la bande-annonce. Parrain du rendez-vous, l'animateur Vincent Perrault. Nous revenons sur l'événement avec Sephora Namani. Et pour commencer cette édition, une triste nouvelle. Le club de football de Trappes est en deuil. L'attaquant de l'équipe senior Samba Sissoko, 20 ans, l'un des meilleurs joueurs du championnat de promotion d'honneur, est décédé dans un accident de la route dans la nuit de samedi à dimanche dans la zone d'activité de Trappes. La voiture aurait perdu le contrôle aux alentours de 23h sur l'avenue Georges Politzer. Les 3 autres personnes présentes dans la voiture ont également été blessées. Conséquence, les matchs de football programmés ce dimanche dans la ville ont été reportés. On écoute les réactions du président du club, Moustapha Larbaoui. Ma réaction, en fait, elle est évidemment celle de quelqu'un d'extrêmement affecté comme tous les gens de Trappes. Parce que dans cette affaire, la famille est très très affectée, mais ça je crois que tout le monde peut le comprendre. Quand il y a un drame aussi terrible pour un enfant fauché si jeune par la mort, tout le monde peut comprendre que la famille soit extrêmement affectée, que ses copains sont affectés, tous les gens qui le connaissaient du club de foot et les amis des quartiers soient affectés. Voilà, donc on est tous très touchés, très peinés. Et voilà, et ça, je crois que tout le monde peut comprendre ce que c'est qu'un enfant qui part très tôt, fauché par la mort et violemment pour le coup. Et bien sûr, toutes nos pensées, notre soutien vont à la famille de Samba Sissoko. Une collecte a été lancée sur Internet pour financer ses obsèques. Plus de 3 000 € ont été collectés juste avant l'enregistrement de cette émission. Vous pouvez participer sur cette cagnotte Litchi qui s'affiche en bas de votre écran. Et à présent, un tout autre sujet. Vendredi, l'Institut pour la transition énergétique VDECOM, installé à Versailles-Satory, a testé dans le centre-ville de la Cité Royale son véhicule Bimode. C'est la première fois qu'une voiture électrique autonome et connectée parcourait les rues d'un centre-ville. Nous étions sur place. Les images sont signées Camille Lambert. À première vue, rien de très futuriste. C'est à l'intérieur que cette voiture Bimode cache ses innovations. Caméras, capteurs, équipements électroniques et ordinateurs dans le coffre permettent à ce véhicule de se conduire tout seul. Là, je ne touche à rien, c'est la voiture qui conduit complètement toute seule. Je reste uniquement vigilante. La voiture, élaborée en près de 9 mois par l'Institut VDECOM situé à Versailles et d'autres partenaires comme les 2 constructeurs automobiles français, est testée pour la première fois à l'extérieur. Appelée Bimode, elle peut se conduire manuellement comme un véhicule automatique, puis passer en délégation de conduite. Il y a des capteurs tout autour d'elle qui lui donnent une vision à 360 degrés tout autour de la voiture. Elle n'a pas d'angle mort. Une fois que j'ai perçu mon environnement, j'ai besoin de savoir où je suis. Et pour ça, on utilise des techniques de localisation. Donc, typiquement, à Versailles, c'est ce qu'on teste surtout. En mode délégation de conduite, elle détecte elle-même les obstacles comme les piétons grâce aux informations de localisation reçues sur son ordinateur. Sur un parcours de 2 km à Versailles, des feux rouges ont été équipés afin de transmettre en Wi-Fi ces informations à la voiture. Des signaux qui en ville peuvent être brouillés par les immeubles. En réalité, c'est VDECOM qui a équipé nos capteurs sur les feux rouges. Donc financièrement, c'est neutre pour nous. C'est VDECOM qui assume ses coûts. 9 mois, environ 1 million d'euros et l'action de 40 partenaires ont été nécessaires à l'Institut pour élaborer ce véhicule. Renault nous a donné, en fait, et ce qui est vraiment une première mondiale, leur plateforme autonome. Et puis ensuite, on a équipé des technologies cette voiture qui devient un véhicule VDECOM pour lequel tous les laboratoires et les industriels peuvent se plugger leur technologie pour avancer tous ensemble. La voiture est encore en phase de test. Elle ne devrait pas faire son apparition sur le marché public avant au moins une dizaine d'années. Le temps peut-être que la législation soit aussi mise à jour, car pour l'instant, tout véhicule en mouvement doit avoir un conducteur responsable aux commandes.
Et ce matin, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mondon, était présent au commissariat de l'énergie atomique de Saclay pour inaugurer la première pierre d'un nouveau bâtiment, le ICE, Infrastructure pour les sciences du climat et de l'environnement. Ce site est destiné à rassembler au même endroit des personnels et instruments scientifiques du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, composés des chercheurs du CEA, du CNRS ou encore de l'UVSQ. Aujourd'hui, 320 personnes travaillent sur ces divers lieux. Le site devrait être livré fin 2007 pour un budget total de 36 millions d'euros. Écoutez les précisions recueillies par Mélanie Poquet. C'est un bâtiment qui va permettre de favoriser les échanges entre les scientifiques de différentes thématiques. Et puis aussi, il y a le projet de pouvoir accueillir des start-up et puis de favoriser les échanges entre les sciences du climat au sens physique, mais aussi avec la dimension biologique, avec la dimension des sciences humaines et sociales. Donc de pouvoir favoriser ces échanges qui sont importants pour l'étude du changement climatique. C'est du gagnant-gagnant, parce que bon, vous avez entendu, il y a des chercheurs qui sont très renommés, donc ça rejaillit sur l'image de l'université, puisqu'il y a 4 grands chercheurs, parmi ceux qui ont été évoqués là, sur le climat, qui sont au LSE, et à l'université on en a 6, donc 4 ici. Et nous allons à présent parler du plateau de Saclay. Avec nous en plateau ce soir, Claudine Parère, présidente de l'association Jouy Écologie. Bonsoir à vous. Et Michel Meunier, membre de l'association Les Amis de la Vallée de la Bièvre, délégué pour le plateau de Saclay. Vous êtes ici chacun car vous faites partie des 27 associations qui demandent un débat public sur l'aménagement du plateau de Saclay. Le plateau de Saclay, je le rappelle, c'est le projet phare du Grand Paris qui est un moteur pour le renouveau de l'industrie française et européenne. Ce sera un pôle d'innovation qui rassemblera 15% de la recherche et développement industriel française dans les hautes technologies. Alors c'est un projet d'envergure qui mobilise beaucoup de chantiers, il y a aussi de logements prévus. Il vous préoccupe d'un point de vue environnemental, c'est pour ça que vous demandez justement un débat. Oui, merci de nous inviter d'abord et de nous recevoir parce que jusqu'ici la parole des habitants du plateau de Saclay n'a pas été beaucoup entendue. Et c'est bien l'objet justement de notre demande, de notre saisine, alors c'est un petit peu technique, de la Commission nationale du débat public, mais c'est une institution qui aurait dû obligatoirement être saisie compte tenu de l'envergure du projet. Et à cette occasion-là, cela aurait permis d'organiser un vrai débat citoyen, de présenter à la fois le projet dans toute son envergure, mais aussi des alternatives et de voir ses impacts. Et nous, ce que nous demandons justement, c'est qu'enfin les citoyens soient informés des vrais enjeux et que nous puissions donner notre avis sur ce projet qui est un projet colossal qui va changer définitivement l'avenir du plateau de Saclay. Alors justement, votre avis, quel est-il? Si vous voulez résumer, Michel Meunier, en quelques mots sur justement ce plateau de Saclay. Moi, le plateau de Saclay, pour moi, c'est un espace déjà essentiellement agricole qui recense des terres parmi les plus fertiles d'Europe. Qui a perdu des hectares au fil des années. Et là, avec l'opération Paris-Saclay, il en perd encore 400. Donc, les aménageurs prennent comme alibi la création d'une zone de protection, protection naturelle, agricole et forestière, qui est sanctuarisée, qui, sur le plateau même, couvre 2300 hectares. Mais il n'empêche qu'il y a 400 hectares qui vont être sacrifiés à l'urbanisme. Alors pour qu'on explique bien aux téléspectateurs, c'est avant tout une préoccupation environnementale que vous avez? Pas forcément? Non, pas forcément, parce que à la fois, effectivement, l'activité agricole, ça n'est pas qu'une préoccupation environnementale, c'est une préoccupation économique, c'est une préoccupation alimentaire. Nourrir les Franciliens avec de l'agriculture de proximité, c'est un enjeu d'avenir. C'est une préoccupation aussi qui est sociétale et sociale, parce qu'on va déplacer des chercheurs, des salariés qui sont bien installés là où ils sont, des grandes écoles. Par exemple, Plaisir-Grignon, les chercheurs sont très bien installés à Plaisir-Grignon avec des locaux neufs et on va les déplacer sur le plateau de Saclay. Donc, accroître tous les jours des déplacements contraints. De la même façon, les gens de Cachan vont venir sur le plateau de Saclay. Donc, en laissant en plus des endroits un petit peu, je dirais, les communes n'ont aucune envie de voir partir ces magnifiques centres à la fois de recherche ou universitaires. Donc, à la fois, c'est des préoccupations environnementales, mais c'est des préoccupations qui sont économiques, sociales, des préoccupations qui sont vraiment sur le mode de vie que nous voulons avoir. Est-ce que nous sommes en paix avec la nature, avec l'agriculture, ou est-ce que nous continuons à dire qu'il faut au contraire continuer d'urbaniser, sachant que le projet scientifique n'a aucune pertinence puisqu'il est remis en question maintenant de plus en plus sur ses fondements scientifiques réellement.
Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas sur le projet scientifique du Paris-Saclay? C'est quelque chose qui ne vous semble pas pertinent également, M. Meunier? Moi, le projet scientifique, c'est pas qu'il n'est pas pertinent du point de vue scientifique, c'est qu'il n'est pas pertinent du point de vue de son gigantisme. Rassembler 60 000 étudiants pratiquement en un seul lieu, ça va être ingérable. Aucune université au monde n'a ce nombre d'étudiants. Et l'argument disant que c'est pour être mieux classé dans le classement de Shanghai, c'est stupide. C'est stupide parce que si on regarde ceux qui sont les mieux classés à l'heure actuelle, ils n'ont pas 60 000 étudiants. Harvard a 21 000 étudiants. Ouais. Et là, on en prévoit 60 000. Berkeley en a 30 000 quand même. C'est la plus grosse, je crois. Mais le gigantisme de cette opération est... Et vos démarches ne sont pas du tout entendues. Vous avez déjà essayé de créer un dialogue, justement? Mais nous avons déjà demandé, dès 2010, avant la loi Grand Paris, nous avions demandé un débat public. Il n'a pas été obtenu. Et en fait, les pouvoirs publics sont en infraction par rapport à la loi. Ils auraient dû obligatoirement faire ce débat public parce qu'au-delà d'un certain seuil économique, c'est-à-dire 300 millions d'investissements d'euros, ils étaient obligés de le faire. Donc on est déjà dans un dispositif dérogatoire. Vous avez justement sollicité le gouvernement, les membres du gouvernement, par rapport justement à cette demande? Oui. Nous avons dans un premier temps redemandé récemment à la Commission nationale du débat public de se saisir, mais elle nous a expliqué qu'elle ne pouvait s'autosaisir, mais que la demande était pertinente. Elle l'a écrit elle-même. Et donc nous nous sommes retournés vers le gouvernement, les ministres concernés et même l'établissement public Paris-Saclay. Voilà où nous en sommes. Mais c'est vrai que nous regrettons fortement que depuis des années, personne n'ait voulu entendre notre voix. Vous comprenez notamment que c'est un sujet sensible parce que c'est le pôle du Paris-Saclay, ça a été un événement d'envergure majeure, notamment pour l'économie et pour la vie étudiante, enfin les étudiants d'Île-de-France. Vous comprenez un petit peu ce... Mais en même temps, ce qu'on dit actuellement, c'est que plus on met les chercheurs ensemble, ils ne travaillent plus dans la coopération mais dans la concurrence, c'est des études internationales qui disent ça. Et même les Chinois maintenant commencent à dire mais c'est plus utile de rassembler les moyens de la recherche au même endroit parce qu'en fait, ça n'est pas ça qui est pertinent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce modèle n'est pas pertinent. Parce qu'effectivement, maintenant, on travaille autrement. À preuve, même Microsoft, qui était très près de là, est reparti dans Paris parce que ça ne les intéresse pas d'être dans un lieu qui est loin de la ville. On est vraiment dans un autre modèle maintenant et non plus dans le modèle des années 70 de la Silicon Valley. Le projet cristallise aussi d'autres tensions. On parle notamment de l'arrivée du métro. C'est quelque chose, c'est un élément aussi sur lequel vous êtes opposé? Le métro, moi je l'appelle le métro des champs. C'est un métro qui va relier, d'accord, le pôle de Saclay en venant de Massy. Mais aussi, après Saclay, il va se poursuivre jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines, sans aucune gare, sur pylône, et justement en bordure de cette fameuse zone protégée dont je vous parlais. Le trafic espéré entre le pôle de Saclay et Saint-Quentin-en-Yvelines ne justifiera jamais les investissements et ne rentabilisera jamais le fonctionnement de ce métro. Sauf si une urbanisation se crée. Et ça, pour le moment, tout le monde la nie. Mais entre nous, elle est presque évidente que derrière, ça va se cacher, que la tentation sera trop forte en ayant un métro aérien qui longe le plateau, de construire des gares dans les champs et de faire venir des habitants pour rentabiliser ce métro. Donc là, vous attendez le débat, la prochaine étape justement de votre combat, si on peut l'appeler ainsi, quelle va-t-il être? Mais effectivement, en janvier 2016, début 2016, un nouveau débat public va être organisé, mais rien que sur le métro, pas sur l'ensemble du projet. Et là, nous soutiendrons la position que vient d'exprimer Michel Meunier, qui est que c'est en fait un cheval de Troie pour l'urbanisation, que ça ne répond pas aux besoins des habitants et qu'il y aurait des solutions alternatives, notamment le prolongement de la branche C2 du RERC, qui irait de Massy à Saint-Quentin-en-Yvelines sans arrêt à Versailles, ce qui permettrait de relier Massy et Saint-Quentin-en-Yvelines avec l'existant et d'améliorer aussi les lignes actuelles. Et donc nous disons qu'il y a des projets alternatifs, il y a un téléphérique qui pourrait monter aussi les habitants du côté de l'Essonne sur le plateau. On a des alternatives, nous voulons que ces alternatives soient
elles ont déjà été étudiées, mais qu'elles ne soient pas mises de côté au motif qu'il faut absolument faire cette ligne 18 pour un projet de prestige. Eh bien, merci à Claudine Paré et Michel Meunier d'être venus en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Nous suivrons avec vous cette actualité. Merci. Et face aux atteintes aux biens et aux personnes qui peuvent être causées par des animaux de la faune sauvage, l'Office national des forêts organise une fois par an une battue administrative, une solution pour résoudre les difficultés ponctuelles du fait des grosses densités de population d'animaux, comme par exemple la concentration de sangliers. Nous avons accompagné ces chasseurs jeudi dernier sur cette opération qui s'est déroulée dans la forêt de la Minière à Guyancourt. Un reportage réalisé par William L. Il faut savoir lever la carabine. Et je pense que j'ai une bonne équipe et c'est très sécurisant pour un directeur de chasse et puis pour les personnes qui sillonnent la forêt. Les chasseurs écoutent attentivement les dernières recommandations avant de commencer la battue. Aujourd'hui, la chasse se déroule en milieu semi-urbain. Le maître mot est sécurité. Alors on parle de chasse en forêt urbaine. On met le point fort sur la sécurité, puisqu'il y a toujours des gens en permanence qui circulent dans cette forêt. Il y a des routes de proximité, il y a les habitations. Anticiper les dégâts en réduisant les populations de sangliers. Pour ce faire, les chasseurs se divisent en deux groupes. Les tireurs qui forment une ligne de tir en se postant sur des miradors et les traqueurs qui rabattent le gibier jusqu'à la ligne de tir. Le tout dans une zone entièrement quadrillée pour éviter tout accident. Ce sont des animaux qui font quand même pas mal de dégâts. Déjà, au niveau de sécurité sur les routes, on a quand même quelques soucis de collision, de risque de collision. Donc, même s'il y a peu d'animaux, on essaie au moins d'intervenir minimum une fois dans l'année pour limiter la population au maximum. Aujourd'hui, pas de distinction selon l'âge de la cible. Tous les sangliers doivent être tirés. Toute la journée, les rabatteurs vont arpenter la forêt à travers des chemins plus ou moins praticables. Allez. Le chien joue lui aussi un rôle indispensable. L'animal permet de débusquer le gibier dans des zones difficilement accessibles aux chasseurs. Il faut choisir une ligne. En forêt urbaine, il faut assurer la sécurité et l'efficacité. C'est important. Vous voyez, 2 balles, 2 sangliers tués. Ça, c'est formidable. Bravo. Allez, on continue. Belle balle. Hein. Seulement les chasseurs reconnus comme expérimentés participent aux battues administratives pour éviter tout danger supplémentaire. À la fin de la journée, ce sont 13 sangliers qui ont été abattus et distribués aux participants. Et c'est le lundi, vous savez, le lundi, nous retrouvons Sephora Namani pour la chronique culturelle. Bonsoir Sephora. Bonsoir Florane. Alors on a déjà parlé plusieurs fois ensemble cinéma. Cette fois-ci, on va s'orienter davantage sur la bande-annonce. Ce week-end avait lieu la première édition du festival de la bande-annonce à Bois d'Arcy. Un festival qui a rencontré un franc succès, 300 entrées. Bois d'Arcy qui accueille les archives du CNC, Centre national de cinématographie, depuis 1969 à l'initiative d'André Malraux, qui était à l'époque ministre des Affaires culturelle et qui avait son festival de cinéma, mais qui vient tout juste d'être remplacé par celui de la bande-annonce. On a rencontré le maire de Bois d'Arcy, Philippe Benassaya, qui nous explique pourquoi. Pourquoi la bande-annonce ? Parce que tout simplement c'est un genre à part entière, au même titre qu'un clip, au même titre qu'autre chose. Et puis en plus c'est un genre unique, c'est ce qui fait le b.a.-ba d'un film, hein, c'est-à-dire son résumé, et c'est ce qui donne aussi envie d'aller voir un film. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, et pour nous c'est un genre unique, en France en plus, parce que ce festival n'existe qu'à Bois d'Arcy. Alors, genre unique de la bande-annonce, mais est-ce que selon vous, Florane, la bande-annonce conditionne vraiment le succès d'un film ou pas ? Oui, je pense que ça donne envie quand même de voir le film, donc ça contribue fortement à son succès, si elle est bien. Bien écoutez, nous sommes allés à la rencontre de nos téléspectateurs pour connaître leur avis. Oui, ça oui. Parce qu'avec la bande-annonce, on peut un peu tout vendre. Donc voilà. Mais après, ça ne veut pas dire que le film il sera réussi, hein. Parce qu'après, c'est la critique, c'est à la fin du film, quoi. Mais voilà. Ça doit jouer forcément, hein, avec la présentation selon les images. Mais quelquefois, c'est pas très fidèle. Oui, je pense, parce qu'effectivement, on ne prend pas toujours le temps de lire les critiques et de voir une bande-annonce. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, synthétiser le film. Donc oui, moi je trouve ça intéressant. Peut-être diffusé de manière différente, mais sinon très intéressante. Bah oui, c'est quelque chose d'ultra important pour justement nous donner envie après d'aller voir le film. Et sans ça, on n'a pas envie, quoi. Alors pour info, la première bande-annonce date de 1928 pour le film L'Argent de Marcel L'Herbier. Et donc oui, effectivement, elle conditionne le succès d'un film. Alors il faut savoir qu'à ses débuts, elle était produite par les maisons de production des films eux-mêmes. Et puis depuis quelques années, en fait, elle fait vraiment le
le socle en fait de maisons spécialisées dans la bande-annonce. Donc c'est vraiment une industrie à part. Et il n'est pas rare que les grandes productions fassent réaliser plusieurs bandes-annonces destinées à des publics différents suivant les lieux de diffusion. Alors quels sont un petit peu les ingrédients pour faire une bonne bande-annonce, Sephora? Alors, les ingrédients, écoutez, j'aurais tendance à vous dire de base ceux qui vont faire qu'on aura envie d'aller voir le film, mais je vais laisser Vincent Perrault pour les détails techniques. Pour moi, une bande-annonce, c'est aussi une bande-annonce qui fait preuve d'originalité, qui peut ne pas aller directement à l'évidence et ne vous montrer finalement que les bonnes scènes du film. Vous savez, celles dont on se dit, ça a l'air bien, mais est-ce que j'ai pas déjà tout vu, tout ce qui est intéressant dans la bande-annonce et qui finalement vous donne pas forcément envie d'aller voir le film. Celle qui vous frustre un petit peu parce qu'elle vous donne envie d'en voir plus, celle qui est originale, imaginative, pas trop vue, voilà. Celle qui me donne finalement envie d'aller acheter mon ticket pour aller au cinéma. Alors Vincent Perrault était présent au festival, pourtant il n'est pas acteur. Non, il n'est pas acteur, mais il faut savoir que c'est un passionné de cinéma. Il faut savoir que les 40 bandes annonces qui ont été présentées proviennent quasiment intégralement toutes de sa collection personnelle. Et pour la petite anecdote, en fait, Vincent Perrault a démarré à la télévision en 1980 pour Monsieur Cinéma Junior. Eh bien écoutez, comme quoi on en apprend tous les jours, car je ne le savais pas. Est-ce que vous auriez un exemple de bonne bande-annonce à nous présenter, Sephora? Alors une bande-annonce justement qui a marqué son temps, c'est celle du film Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch, sorti en 1988. Et tout l'impact de cette bande-annonce réside vraiment dans la force de suggestion. On se retrouve face à un portrait de Belmondo qui nous raconte tout ce qu'il va y avoir dans le scénario, mais sans rien nous montrer. Et donc justement, le spectateur a cette liberté d'imaginer le film. Rien n'est spolié, on garde vraiment tout le suspense. On en regarde un extrait. Je suis en train de regarder le nouveau film de Claude Lelouch, Itinéraire d'un enfant gâté. L'enfant gâté, c'est quoi? Celui qui me fait le plus de misère dans le film, c'est Richard Anconina. Mais je me laisse pas faire. Oh, c'est beau. C'est la vie d'un homme sur 50 ans. Rendez compte tout ce qui peut arriver en 50 ans. Rendez compte tout ce que vous allez voir. C'est un bon exemple, Sephora. C'est vrai que ça donne envie de voir le film. Merci beaucoup. On vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro de Kiosque, le magazine dédié à la culture. Et on reste dans la culture. On va parler théâtre justement. La compagnie Déclic Théâtre présente demain à Coignières Songe d'une nuit d'été, célèbre pièce de William Shakespeare. Une version toute personnelle présentée comme la rencontre choc entre l'univers du théâtre de banlieue et celui du théâtre classique. Wilfried Réchy. La seule chose qui existe, c'est vraiment des individus, des personnalités qui ont envie de partager un moment ensemble. Et je pense qu'il y a cette idée que le théâtre est une fête. Triste rencontre au clair de lune, orgueilleuse Titania. Quoi? Le jaloux Oberon? Fait? Dispersez-vous. J'ai répudié son lit et sa compagnie. Le songe d'une nuit d'été, une forêt étrange, un peu magique, où se croisent notamment couple d'amoureux transis, roi des elfes et reine des fées. Le vrai parti pris, il est de dire qu'en fait, donc, le monde des fées, qui est très présent dans le spectacle de Shakespeare, enfin dans le texte de Shakespeare, nous on l'a transporté dans le théâtre élisabétain. C'est-à-dire qu'on a raconté que le théâtre c'est de la magie et que la magie c'est du théâtre. Voilà. En reprenant ce texte de William Shakespeare, la compagnie trappiste Déclic Théâtre entendait aussi permettre la rencontre de comédiens professionnels et amateurs. On a travaillé pendant un peu plus d'1 an pour aussi que les choses mûrissent, maturent. Voilà. Donc on a eu plusieurs séances de travail un peu espacées pour que les choses puissent un peu descendre et être digérées par les acteurs. Quand on démarre un travail d'un texte, on est tous un peu à poil. On commence, on n'a rien, on ne sait pas ce que veut le metteur en scène. On n'a pas forcément tous les enjeux et tous les tenants et les aboutissants du spectacle. Après, ce qui a été un petit peu différent, c'est l'appréhension du texte. C'est-à-dire que je pense que les amateurs, les gens qui travaillent avec Déclic font beaucoup d'impro, donc ils ont une expérience de la scène, ils se confrontent au public, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, effectivement, pour un certain nombre d'entre eux, c'était la première fois qu'ils se confrontaient à un texte. Et donc, ils avaient une petite appréhension, une petite peur, des petits blocages. La pièce sera jouée ce mardi 10 novembre à Coignières, puis les 26 et 27 novembre au Prisme à Elancourt.
Et comme chaque année avait lieu l'opération désherbage des ouvrages à Versailles, alors il n'est pas question de pelouse mais bien de livres, vendredi et samedi, les bibliothèques municipales ont mis en vente leur surplus de livres au grand public, des ouvrages en double ou jugés trop anciens pour figurer sur leurs étagères. Les amateurs avaient le choix. Plus de 10 000 vieux livres, CD ou encore DVD étaient proposés au tarif unique de 1 €, du livre pour enfants au traité de philosophie. Après 15 ans, le succès est toujours au rendez-vous pour Sophie Danis, directrice des bibliothèques municipales de Versailles. Écoutez-la. Ça a pris de l'ampleur depuis 3 ou 4 ans parce que nos bibliothèques sont à présent saturées et donc on a un flux permanent. Chaque année, on achète autant d'ouvrages qu'on en élimine pratiquement. Ça plaît beaucoup au grand public précisément. Si on ne les vendait pas, ils partiraient à la déchetterie, ce qui serait quand même dommage parce que ceux que nous vendons sont encore de très très bonne qualité, ils sont en bon état. Il y a des classiques, il y a des livres de fond, il y a des ouvrages qui datent d'il y a seulement quelques années et qui intéressent encore énormément le public. Et je ne sais pas si vous êtes aussi impatient que moi, mais en tout cas, Noël arrive à grands pas et l'opération Le Courrier du Père Noël 2015 est lancée. Cette année, La Poste ouvre son site laposte.fr-Père Noël le 5 novembre 2015 et le secrétariat du Père Noël à Libourne le 17 novembre 2015. Maintenant, les jeunes internautes peuvent directement envoyer leur liste de cadeaux par mail au Père Noël et c'est très pratique. Depuis 1962, La Poste organise chaque année l'opération du secrétariat du Père Noël et à cette occasion, les milliers de lettres et courriers électroniques que les enfants envoient au Père Noël sont traités par son secrétariat à Libourne. L'an dernier, plus de 1 million d'enfants des 4 coins du monde ont écrit au Père Noël. Alors n'hésitez pas, il faut le faire maintenant parce que sinon les lettres vont arriver par centaines. C'est la fin de cette édition. Vous restez avec nous. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Mickaël Elmidoro pour le 7-8 Sport. Pour ma part, je vous retrouve demain à 18 h pour une nouvelle édition du 7-8, le journal en direct. Je vous souhaite une très bonne soirée.